On partage le petit déjeuner sur ce plateau et mon chef de plateau est très affairé. Nous venons de recevoir Dr Newpin Boisblé Emma, anesthésiste en réanimation, membre du SINAMEPSI. Elle nous rejoint dans le cadre de la rubrique santé et bien-être et aujourd'hui le thème c'est l'exercice illégal de la médecine. Bonjour docteur. Bonjour Naomi. C'est un bonheur pour nous de vous avoir et on a tout de suite envie que vous arriviez à nous définir ce que c'est que la médecine. Comme ça. Oui, effectivement, avant de parler d'exercice illégal de la médecine, il faut savoir ce que c'est que l'exercice légal de la médecine. Comme vous me disiez tout à l'heure hors antenne, nous sommes passés plusieurs fois sur ce thème, mais ce thème est très important. Oui. Parce que malgré les informations qui passent régulièrement, cet exercice illégal de la médecine perdure. Je voudrais donc définir quelles sont les prérogatives du médecin. Le médecin est le seul habilité légalement à diagnostiquer les maladies, à prescrire les examens complémentaires, Oui. à prescrire le traitement. Ça peut être des médicaments, mais ça peut être par exemple une contention pour un orthopédiste, c'est-à-dire un plâtre, etc. Et à surveiller le traitement. Et pour exercer ces activités, le médecin doit avoir un diplôme qui est le doctorat en médecine, mais ce n'est pas suffisant. Il doit être inscrit à l'ordre des médecins de la région où il exerce. Très bien. Et ne se fait pas appeler qui veut médecin. Exactement. C'est après plusieurs années d'études. Après plusieurs années d'études, minimum 7 ans, mais qui peuvent aller jusqu'à 13 ans, 14 ans, qu'on obtient le titre de docteur en médecine et de spécialiste par la suite. Arrivons à présent à l'exercice illégal de la médecine. On a compris le rôle du médecin. On comprend donc que c'est un peu le contraire de ce que vous venez de nous citer. Quel est l'exercice illégal de la médecine? Mais donnez-nous quelques détails. Alors, l'exercice illégal de la médecine, c'est le fait d'exercer ce métier sans avoir de diplôme, sans être inscrit à l'ordre des médecins. Ça, c'est ce qui concerne les médecins eux-mêmes. Vous pouvez avoir votre diplôme, mais ne pas être inscrit à l'ordre des médecins. Vous exercez en tant que médecin illégalement. Donc, il ne concerne pas seulement les non-médecins. Maintenant, il existe toute une série de professions médicales qui sont réglementées et qui ont tendance, non, je ne veux pas donner des accusations, mais qui peuvent occasionnellement avoir tendance à outrepasser leurs prérogatives. Comme les sages-femmes, les infirmiers. Les infirmiers. Ça arrive, hein? Ça arrive. Ça arrive. Ils enfreignent la loi et exercent illégalement. Mais nous-mêmes, nous sommes complices aussi, docteur, dans la mesure où, quand on connaît un parent dans le corps médical, on n'a souvent pas envie de se déplacer. On appelle un frère ou une sœur qui est infirmier ou sage-femme. Écoute, j'ai tel bobo, est-ce que tu peux me conseiller un médicament? Nous aussi, on suscite un peu ces personnes-là à outrepasser leurs fonctions, leurs droits. Oui, effectivement, les infirmiers sont très sollicités. Une autre profession qui est très sollicitée dans ce sens, ce sont les pharmaciens qui sont très sollicités. Mais c'est à ces professions de limiter, d'expliquer et de limiter ce genre de sollicitation. Il y a des actions qui sont du ressort de l'infirmier. L'infirmier peut donner des conseils. Le pharmacien, encore plus, peut donner des conseils sur des médicaments. Il peut même proposer certains médicaments. Mais il y a une limite. Il connaît sa limite et il doit conseiller aux patients d'aller voir un médecin. Avant de poursuivre, je vais inviter la stagiaire du groupe SAM à nous rejoindre pour offrir le petit déjeuner à Dr Newpin. Merci. On ne va pas déballer. Elle va s'en occuper tout à l'heure. C'est du pain à la crème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. J'espère que vous aurez le temps de déguster juste après notre entretien. Et comme on parle de l'exercice illégal de la médecine, on arrive maintenant aux professionnels de la beauté. Les esthéticiens, esthéticiennes, les coiffeurs, coiffeuses.
Oui, la tentation est forte chez les esthéticiennes, par exemple, de faire des petites injections dans les rides, etc. C'est un exemple que je donne. Les injections sont réservées aux infirmiers sur prescription médicale, parce qu'une injection est un acte qui peut prêter à des complications. Et les produits aussi qu'on injecte peuvent entraîner des complications auxquelles les esthéticiens ne sont pas formés à réagir. Donc c'est vraiment formellement interdit. Et on arrive aussi aux usurpateurs du titre de médecin. Oui, il y a plusieurs sortes d'usurpateurs. Il y a des usurpateurs qui se font carrément appeler docteurs, mais il n'est même pas nécessaire de se faire appeler docteur. Il suffit de suggérer à quelqu'un qu'on a des compétences médicales pour être considéré comme un usurpateur du titre de médecin. Et donc ce genre de personnes aussi s'exposent à la loi. Et comment est-ce qu'un opticien, un lunetier peut exercer illégalement la médecine? Oui, les frontières entre l'opticien et l'ophtalmo dans l'esprit du public sont floues. Certes, un opticien peut faire ce qu'on appelle faire lire des lettres de loin sur un tableau pour essayer d'évaluer la vue, mais il n'est pas autorisé à prescrire lui-même des lunettes. Il peut le faire dans le cadre d'un contrôle, par exemple, mais il n'est pas autorisé à prescrire des lunettes. Ce sont les ophtalmologues qui doivent prescrire les lunettes. Voilà. L'ophtalmologue peut se faire aider de celui-là qui va nous conduire à lire sur le tableau, mais ce dernier ne nous prescrit pas de lunettes. Seul l'ophtalmologue est habilité. L'opticien n'est pas habilité à donner un diagnostic. Il ne peut pas vous dire vous êtes myope, vous êtes astigmate, etc. C'est le médecin, l'ophtalmologue, qui doit faire le diagnostic et faire la prescription adéquate. On arrive aussi, on retourne dans les centres de bien-être pour arriver aux masseurs. Aux masseurs. Il y a des masseurs kinésithérapeutes qui ont un diplôme et qui peuvent masser sur prescription médicale. C'est le médecin qui, en fonction de la maladie, leur indique qu'il faut faire tel massage, tel nombre de séances. Il n'est pas habilité à faire un diagnostic et à prescrire le traitement. L'ostéopathie, c'est quoi? L'ostéopathie, c'est une, disons, médecine parallèle, comme la chiropractie, qui consiste à faire des manipulations vertébrales. C'est une spécialité qui s'obtient après des études également. Il peut être médecin, ça peut être un médecin ostéopathe, mais ça peut être un non-médecin. Donc lorsqu'il est non-médecin, il n'est pas habilité à faire un diagnostic et appliquer le traitement. Tous ces auxiliaires médicaux ou paramédicaux agissent en principe sous l'autorité du médecin. C'est le médecin qui va faire la prescription et le paramédical va exécuter la prescription. Et à quoi s'expose-t-on lorsqu'on est pris en flagrant délit d'exercice illégal de la médecine dans notre pays? On s'expose à la rigueur de la loi. Lorsqu'il s'agit d'un médecin, le médecin est redevable devant son ordre, puisque l'ordre constitue une sorte de tribunal pour les médecins. Donc l'ordre peut poursuivre les médecins. Par contre, l'ordre ne poursuit pas les non-médecins. Les non-médecins s'exposent à être poursuivis par la justice, par la police et puis par la justice, à aller au tribunal. Est-ce que vous menez des actions sur le terrain pour sensibiliser et les non-médecins et les populations sur l'exercice illégal de la médecine? Naomi, je tiens à vous féliciter parce que c'est grâce à vous que nous pouvons mener de la sensibilisation. Nous sommes obligés de passer par les médias. Ce n'est pas notre métier de le faire. Et c'est vous, les médias, qui faites beaucoup
pour nous pour aider à cette sensibilisation. Docteur Nyoupin, avant de nous dire au revoir, un dernier mot concernant l'exercice illégal de la médecine dans notre pays en guise de conclusion. Oui, je voulais ajouter un mot sur les praticiens. J'ai bien dit, il ne s'agit pas ici d'indexer une profession, bien au contraire. La politique de l'État actuellement veut encourager la perpétration de nos médecines traditionnelles. Mais les praticiens sont aussi confrontés, comme les médecins, à des charlatans, c'est-à-dire à des faux praticiens qui ne connaissent pas les plantes, ne connaissent pas les métiers. La pratique de la médecine traditionnelle requiert une formation, je pense même, qui est plus longue même que le doctorat en médecine. Donc, il n'est pas lieu là de les fustiger, mais plutôt de les encourager à s'organiser pour éviter que leur profession soit confondue ou soit exercée n'importe comment. Et il est bon de dire qu'un médecin n'est pas un commerçant, il est là pour notre bien-être. Exactement. Attention, il faut respecter ce noble métier parce que c'est grâce à vous les médecins qu'on arrive à prendre soin de notre santé. Merci beaucoup, docteur Nyoupin, d'être venu. Merci, Naomi. Et comme j'ai fait un clin d'œil aux commerçants pour vous dire au revoir, on vous raccompagne avec cet élément qui nous conduit dans l'univers des commerçants. Plus connu sous le nom de Madou, Kéré Amadou habite la commune d'Adjamé. Depuis 2000, il a opté pour la vente d'accessoires d'automobile. Le métier, ça rapporte une véritable relation humaine. Chez Amadou, tout est inscrit. Les ventes d'articles par les intermédiaires n'existent pas. Quand un client vient après achat, on lui fait un reçu et les reçus sont normalisés. Je paye mes reçus normalisés à 2000 francs. Tout comme lui, on a Reda et Mato qui s'inscrivent dans cette optique. C'est des factures normalisées, mais souvent on est confronté à un petit problème quand un client achète quelque chose de 100 francs. On ne sait pas comment, est-ce qu'il faut lui faire une facture normalisée de 100 francs ou alors il faudrait qu'on écrive quelque part et cumuler et refaire une facture. Mais là on est obligé de faire, puisque c'est la loi, donc on n'y peut rien. On livre toujours la facture normalisée. Et juste les raisons, c'est pour juste être régulier dans le sens de ce qui est préconisé juste de l'impôt. Actuellement, les clients sont de plus en plus exigeants. Effectivement, quand je fais les achats, je demande les factures normalisées parce qu'il est important. Parfois, il y a des contrôles sur la route, donc ils exigent la facture normalisée, donc ça nous aide aussi. Généralement, quand je fais mes achats dans les magasins, j'exige une facture normalisée. Et après, ça m'aide dans mes comptes parce que souvent, on fait des achats précipité, tu n'as pas l'idée de ce que tu as acheté, tu payes et arrivé, tu vérifies. Voilà pourquoi j'exige. Et puis, je pense que c'est important pour tout commerçant et puis tout client. En principe de commerce, en principe de vente, lorsqu'il y a transaction, c'est sanctionné par la délivrance d'une facture normalisée. Et toute opération entre les commerçants est aussi sanctionnée par une facture normalisée. J'attire l'attention de tous les commerçants et de tous les artisans, toutes les entreprises à la délivrance des factures normalisées. C'est vrai que pour l'instant, le directeur général des impôts a pris un communiqué pour surseoir au contrôle, mais ça n'empêche pas la délivrance des factures normalisées. Être commerçant, un métier beaucoup épuisant. Chaque matin, ces hommes et femmes se lèvent tôt. Ici, le principe est simple. C'est de trouver une stratégie pour écouler ces marchandises. Des articles en solde, la vente en gros, tout pour attirer les clients. Être commerçant, c'est celui-là même qui arrive à afficher la bonne humeur, quelle que soit la situation. Merci à Philomène vraiment pour cet élément et nous voulons saluer tous les braves commerçants de notre pays qui sont déjà au travail pour permettre aux clients de pouvoir avoir leurs différents articles. En tout cas, merci parce qu'on sait que vous vous levez tôt, c'est pas toujours facile, les clients ne sont pas toujours de bonne humeur, mais à vous de savoir les récupérer avec le sourire et le petit mot qui peut faire changer d'humeur. Amis téléspectateurs, Salimata Marie-Dominique Koulibaly vient de s'installer pour nous aider à nous organiser et surtout à déléguer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des Toastmasters, oui, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, avec vous, on va organiser et déléguer. À qui on s'adresse? Aux leaders seulement ou à tout le monde?
On s'adresse à tout le monde parce que l'organisation se fait dès qu'il y a un travail à mener, un événement à faire. Alors l'organisation, c'est tout le monde qui l'a fait, que ce soit dans le domaine familial, lorsqu'on doit participer à un mariage, on doit organiser, que ce soit dans le milieu professionnel, à une réunion de bureau, un chef d'entreprise ou même les collaborateurs monter un projet, il faut s'organiser. Même lorsqu'on parle de choses publiques, par exemple une campagne de publicité, il faut organiser. Alors, comment bien organiser nos différentes manifestations ou nos différentes tâches? L'organisation, il faut d'abord dire que l'organisation, c'est mettre en place une activité pour un événement en vue de sa réalisation effective. Et bien entendu, le responsable d'un événement ne peut pas le faire seul. Bien sûr. Raison pour laquelle il a une équipe et c'est cette équipe justement à qui il doit donner des structures dans lesquelles ils doivent travailler, d'où la délégation des tâches, qui a un rôle essentiel dans cela. Très bien. Et c'est un message à l'endroit de ces personnes qui aiment tout faire toutes seules. Effectivement. On ne peut pas faire tout soi-même. Il faut apprendre à déléguer. Alors, pourquoi déléguer et comment déléguer? Très bien. D'abord, le travail s'organise de plusieurs manières. Il faut fractionner le travail en plusieurs sous-ensembles des tâches, c'est-à-dire on peut mettre d'une partie les stratégies et ensuite les ressources nécessaires. Après cela, nous avons les personnes avec qui nous devons travailler. Qui doit prendre telle décision et à qui on doit rendre compte de ces décisions. Et l'équipe doit travailler justement en communication permanente, de sorte à ce qu'on puisse voir comment les efforts sont coordonnés, s'il y a des choses encore à rajouter et qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que l'événement se réalise effectivement. Et quand on parle de communication, c'est au téléphone qu'on le fait ou on organise des séances de travail où chacun vient faire son compte-rendu? On organise des sessions de travail où chacun vient faire son compte-rendu. On peut s'appeler entre-temps pour faire le point de certaines activités ou par mail. Ceux qui communiquent beaucoup par mail aussi peuvent le faire. Et puisqu'on parle de déléguer, je ne peux pas présenter l'émission et en même temps vous servir le petit déjeuner. C'est pour cela que j'ai ma princesse là qui arrive maintenant avec votre petit déjeuner offert par le groupe SAM. Ok, bon appétit. Merci. Alors, continuons pour dire que c'est vrai qu'il faut qu'on communique, mais en dehors de la communication, si jamais on se rend compte qu'on a confié une tâche à une personne et que cette personne, qu'elle ne remplit pas comme il se doit la mission, qu'est-ce qu'on fait? On peut tout de suite lui dire, laisse tomber, je le fais moi-même ou je confie à quelqu'un d'autre. Souvent, c'est pas facile, hein. Vous expliquez des choses aux gens qui n'arrivent pas à le faire. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. C'est pour ça que, justement, il faut qu'on explique comment déléguer. Parce que souvent, on ne délègue pas parce qu'on a l'impression qu'on peut faire mieux la chose que la personne qui fait partie de l'équipe. Ou encore, on a peur que si l'on accorde une certaine tâche à un membre de l'équipe, s'il le fait mieux, ben nous qui sommes responsables, peut-être qu'on va accorder plus de crédit à cette personne qui fait membre de l'équipe. Alors que c'est totalement absurde. Il faut justement déléguer les tâches pour que l'organisation soit plus facile et que justement les résultats qu'on attend soient effectifs. Raison pour laquelle la délégation se présente comme suit. Il faut choisir la bonne personne. Lorsque, par exemple, nous voulons organiser un mariage, il y a plusieurs commissions. Nous avons la commission finance, il faut la commission décoration, la commission service d'ordre et tout cela, la commission restauration. Le responsable, le président du comité d'organisation ne peut pas tout faire. Effectivement, choisissez la bonne personne pour faire la tâche. Par exemple, la commission restauration, il faut une personne qui soit vraiment habilitée, qui a déjà des aptitudes dans la restauration, qui s'intéresse à cela. C'est la même chose pour la décoration. Prenez soit une décoratrice ou bien une personne qui a déjà eu un peu d'expérience en la matière. La commission finance, c'est un peu délicat, donc ne prenez pas... Ne prenez pas votre ami qui vous demande toujours un peu de crédit. Hein? Oui. Sinon, on ne va pas arriver à satisfaire tout le monde. L'argent va passer à la casserole. Hein? Attention. Voilà, c'est ça? C'est ça. Et quand vous avez fini de choisir la bonne personne, il faut maintenant lui indiquer vos attentes, lui faire partager vos attentes, les résultats que vous voulez pour l'événement. Alors, lorsque vous lui avez expliqué tout ça, vous mettez en place maintenant le programme. Si le mariage doit se faire en octobre, il va de soi que dès septembre, on commence à mettre en place les stratégies. Un mois seulement avant? C'est une manière de parler. Ah, d'accord. C'est une manière de parler. Il faut au minimum 3 mois avant. Au minimum, hein? oui.
Il n'y a pas de petit mariage? Non, pas du tout. Il n'y a pas de petit mariage, parce que souvent on dit c'est pour 2 personnes, après on se retrouve à 100. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'il faut mettre en place l'organisation pour savoir combien d'invités est-ce qu'on attend, effectivement. Et les équipes doivent se charger de ça. Il faut qu'ils soient au courant de tout cela. Ensuite, lorsque lui avez expliqué les attentes, vous lui accordez un certain degré adéquat de responsabilité. C'est assez frustrant quand même qu'une personne à qui vous attribuez une tâche se rend compte que finalement, vous, le responsable, vous venez... et c'est vous qui validez tout, en fait. Voilà. Et lui, finalement, tout ce qu'il dit, non, on n'en tient pas compte. C'est ça? On n'en tient pas compte, oui. C'est frustrant parce que finalement, vous lui déléguez une tâche et il ne peut même pas la faire. Donc, à quoi ça sert d'avoir une équipe si on ne peut pas s'en servir? Il faut faire confiance aux membres de son équipe, c'est important. C'est cela aussi. Waouh! Et on a un dernier point, on s'assure d'obtenir un véritable engagement. Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la personne qui va faire le plus grand nombre de choses, des activités. C'est pour ça qu'il faut avoir son consentement. Vous voulez que la personne fasse partie de l'équipe de la restauration. Demandez-lui son avis, même si elle a des aptitudes. Peut-être qu'elle voudrait faire partie de l'équipe service d'ordre pour changer aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, il faut avoir son consentement pour être sûr que la personne va effectivement mener l'activité à bien et pour que vous puissiez, le jour J, faire un mariage. En tout cas, le jour J, avoir droit à votre cérémonie. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas seulement adressé aux leaders, aux dirigeants, mais dans tous les compartiments de notre vie. À un moment donné, il faut apprendre à déléguer pour atteindre facilement notre objectif. Et je voudrais revenir sur ce point auquel vous n'avez pas répondu. Quand on confie une tâche et que la personne n'y arrive pas, comment on s'y prend? Oui. On change carrément, on lui dit merci, laisse tomber, je confie à quelqu'un d'autre, ou on lui donne des conseils, dites-nous. Non, pas du tout. Vous approchez cette personne comme une séance de travail et vous lui demandez qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à faire? Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas dans ce qu'on lui a expliqué? Voilà. Parce que c'est pour ça que je dis, lorsque vous déléguez, il faut d'abord expliquer les attentes justement à cette personne. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous entendez par l'événement? Ce qu'il faut faire. Et c'est à ce moment-là, justement, que la personne peut vous dire « Ah, mais je ne comprends pas très bien. » Mais même si la personne ne vous dit pas ça, peut-être qu'elle va essayer. Et quand elle va essayer, elle va se rendre compte qu'il y a des difficultés. Ouais. Si elle ne vous le dit pas par peur de ne pas faire ridicule, alors vous-même, vous l'appelez et vous lui dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous lui donnez des conseils. Ouais. Si vraiment cette personne ne tient plus à faire ça... Ne comprend pas du tout. Voilà. Ne comprend pas du tout. On s'en sépare. Vous vous en séparez, mais pas vraiment de manière brutale. Non. Vous pouvez l'intégrer dans une autre commission. Par exemple, dans une autre équipe. Pour ne pas que cette personne soit frustrée parce que quand même elle a donné de son temps, de son cœur, hein, c'est peut-être parce qu'elle n'arrive pas à répondre à nos attentes. Et quand on se retrouve dans l'autre cas, c'est-à-dire on m'a confié une tâche et finalement le leader qui m'a confié cette tâche ne me laisse pas, en tout cas, faire mon travail. Comme on a dit tout à l'heure, le leader revient par lui-même diriger tout. Alors comment je lui fais savoir que je suis mal à l'aise? Oui, c'est très délicat parce que c'est le responsable. Mais si vous vous sentez mal à l'aise, il faut quand même approcher le responsable. C'est un homme comme vous et je pense qu'il peut comprendre. Souvent, il peut ne pas le faire exprès parce qu'il se dit « Ah, je vais l'aider dans cette tâche-là parce que je pense que si on est deux, ça va aller plus vite. » Mais vous avez déjà une idée sur l'événement. Vous voulez donner votre touche personnelle. Il faut lui en parler clairement. Et puis, je suis sûre que vous trouverez un consensus, un accord sur le point sur lequel vous deux, vous pourrez user d'un commun accord pour faire des activités simultanées. Ce n'est pas parce qu'on est responsable, qu'on délègue, qu'on n'a plus la main dessus sur les activités, bien au contraire. D'accord. Arrivons maintenant en entreprise. Comment approcher, par exemple, notre directeur qui nous demande souvent l'impossible? On peut lui dire qu'on est mal à l'aise et qu'on n'y arrive pas, mais comment lui faire passer notre message? Là, on arrive en entreprise, là. Oui, nous sommes en entreprise, c'est vrai. C'est vrai, le responsable nous demande de faire quelque chose. Nous revenons sur nous-mêmes et puis nous disons comment je vais l'approcher pour lui dire ça. Vous lui dites, mais responsable, effectivement, je veux bien faire l'action. Je trouve que c'est très important pour l'entreprise et ça va m'aider personnellement, ça va aider l'entreprise. Elle nous trouve le speech en plus, c'est gentil, oui. Allons-y. Mais seulement, il se trouve qu'à ce point précis, j'ai un petit blocage. Si vous pouvez m'aider, je pense que seul je pourrais y arriver, mais j'ai besoin d'un petit conseil de votre part et je pense que ça va aller. Si vous me laissez, j'ai les capacités et je peux y arriver.
Très bien. Alors, nous, on vous dit merci. Salimata Marie-Dominique Koulibaly, vous êtes juriste de formation, membre des Toastmasters. Et avec vous, on a appris à s'organiser et à déléguer. Merci. Merci d'être venu. Et puis, salutations aussi à vos amis au club Toastmasters. Amis téléspectateurs, il est 7h30. C'est l'heure de la pub sur RTI.